Et donc, comme j'habitais dans le 16e juste à côté, c'est vrai que c'était assez marrant de voir la réaction des petites mamies très sages. Et Vous moi, voyez partir. voilà, c'est ça. Ouais. Le milieu SM est un tout petit milieu. Je pense que Pierre Desessins ne me contredira pas. C'est vraiment un petit milieu, on se connaît vraiment tous. C'est vraiment une petite famille. On dit souvent que c'est un milieu qui est très élitiste, hein, le milieu Oui, SM. tout à fait, tout à fait. Très intello aussi, parce qu'il y a Oui, beaucoup de gens. Assez c'est intello. la base même du SM. Ouais. C'est surtout un milieu dans lequel on ne peut pas vraiment rentrer comme ça du jour au lendemain. Il y a quand même des codes qu'il faut tout doucement apprendre. Je suis encore en apprentissage, hein, malgré les années passées là-dedans. Ouais. On en apprend toujours et c'est justement il y a des profs, vous avez une dominatrice prof. Il y en a, mais c'est vrai que moi, c'est plus au contact des autres que j'apprends et au contact surtout des soumis. Ouais, clou. Il faut déjà savoir où est-ce qu'on se place. Dominatrice ou soumise. Vous êtes où alors? Plutôt du côté dominant. Daniel est quand même le grand spécialiste au CNRS de tout ce monde-là. Déjà, l'idée qu'au CNRS, ils enquêtent sur la planète échangiste, ça fait des années que vous faites ça. Oui, j'ai commencé avec les prostituées de Lyon en 92. Ouais. J'ai travaillé sur la prostitution, sur l'échangisme dans le libertinage, on reviendra tout à l'heure, sur la drague sur Internet, sur le... Ça existait au CNRS, ça enfin, il y a toujours eu des chercheurs... Vous êtes arrivé en disant « Bonjour, Daniel Welzerlang, j'aimerais travailler là-dessus ». J'ai été recruté comme maître de conférence d'abord à Toulouse, et dans un labo CNRS, et puis il y a toujours des chercheurs qui ont fait ça dans les universités ou au CNRS, et c'est vrai qu'on n'est pas forcément très bien vu. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre comme méthode, et pourtant la sexualité a une importance. Donc, il faut qu'on sache comment ça se passe. Il y a eu le sida. Et au moment du sida, il y a eu pas mal de chercheurs hors statut qui ont pu faire des recherches parce qu'il fallait comprendre comment étayer la prévention. Et c'est comme ça qu'on a eu des subventions pour faire des recherches. Sinon, au départ, on nous refusait tous les crédits. Vous faites comme Philippe à l'époque où il travaillait à la brigade, c'est-à-dire que ça consiste essentiellement, le boulot, à faire le tour de toutes les boîtes de France et de Navarre. Oui, puis à discuter avec les gens, avoir des contacts, discuter avec eux, savoir ce qu'ils vivent réellement. Il y a la partie sexuelle, puis il y a le reste. Ce qui est intéressant, nous, on se faisait inviter chez les gens à manger le soir, par exemple, avant de partir avec eux en club. Ce qui était drôle, c'est de leur demander qu'est-ce qu'ils n'allaient pas faire en club, les voir faire ce qu'ils n'allaient pas faire, et le lendemain matin, discuter avec eux sur comment ça s'est passé. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a les mots, il y a le discours, puis il y a les pratiques. Alors vous prenez des notes, vous les suivez? On prenait des notes après, ouais. Après, c'est en rentrant? En rentrant, oui. Ouais. Donc forcément, vous pratiquez aussi. C'est pas une... Non. Dans la mesure où... Je suis pas dans la police. Dans la mesure où on regarde, on pratique. Le voyeur a un statut entier dans ce milieu-là. Le seul problème pour vous, la difficulté, ça a dû être de ne pas pratiquer et d'être accepté à observer. Oui, puis, sauf qu'on venait avec le sida. Pas évident, quand même. Donc les gens avaient aussi intérêt à ce qu'on mette en place la prévention du sida. Au début, quand on travaillait dans le milieu échangiste, il n'y avait aucune capote. On amenait des préservatifs gratuitement aux patrons de boîte, aux patronnes de boîte, et ils les refusaient. C'était en quelle année, ça? En 94-95. Oui, donc ça existait depuis déjà un certain temps. Vous êtes arrivé à quelle conclusion sur tout ça? La conclusion, c'est que ça évolue énormément. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus la disjonction entre sexualité et conjugalité. Ça devient un terrain d'aventure, la sexualité. Donc qui concerne tout le monde, en fait. Qui concerne tout le monde. Et en même temps, il y a une transformation aujourd'hui de l'échangisme au libertinage. On voit de plus en plus de jeunes couples ou de jeunes gens arriver. On voit les gens se regrouper sur Internet et débarquer en bande, hommes et femmes, dans les lieux échangistes ou les lieux libertins, et se regrouper après par couple, avec plus de femmes que d'hommes. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, au départ, c'était les hommes qui échangeaient des femmes. C'était assez glauque, hein, parfois. Hein. Ouais. Et actuellement, ça évolue de plus en plus. Et en même temps, on a déconstruit les gays, les lesbiennes, et les hétéros, ils ont envie de bouger aussi. Ils n'ont pas envie qu'on puisse leur dire « vous êtes hétéro, donc vous êtes imbécile ». Donc vous êtes... Bon. Ils ont envie d'être dans la modernité aussi. Donc en fait, la révolution sexuelle de 68-70, elle a lieu aujourd'hui, en 2015, autour de tout ça. En partie, mais c'est la suite, oui. Ouais. C'est la suite, et ça touche beaucoup plus de milieux sociaux que l'échangisme qui touchait les classes supérieures et les classes moyennes sup il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est tous les milieux. Et puis il y a aussi un phénomène, c'est-à-dire que moi, je tourne souvent dans des sex shops. Parce que quelquefois, je mets des scènes là-dedans. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup plus de femmes avec des caddies qui achetaient des toys. Alors qu'avant, c'était toujours les hommes qui allaient là. Et quand on était à la Madeleine, où il y en a beaucoup de ces sex shops, on voyait que des hommes. Et maintenant, on voit plus de femmes que d'hommes. Maintenant, pour les sex shops, c'est des supermarchés. Ouais, avec un supermarché, avec un caddie. Oui, un beau caddie. Avec des caddies. Comme dans toute la sexualité, il y a eu des capitaux qui sont groupés.
On risque plus d'être fermé quand on ouvre un club libertin ou quand on ouvre un sex shop. Donc, du coup, le capital est venu et a monté des grands machins qui ramènent beaucoup d'argent. Et qui captent la clientèle autour. Et à Toulouse, on a 2 supermarchés de sex shop. Parce que quand un type est fatigué le soir et qu'il ne peut pas baiser sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un godemiché, il s'en sert. Non, mais parce qu'il est fatigué. Télévision, il lit. Non, mais il se sert d'accessoires comme on se sert d'une cuillère pour manger de la soupe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est devenu tellement normal. On a beaucoup... je pense que c'est pas du tout un objet qui s'est banalisé. On parle des sextoys là. C'est ce qu'on dit dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un décalage entre le discours qui est véhiculé par les médias, où on est très libéré. Enfin, si on lit la presse, on peut imaginer que chaque femme a un sextoy dans son tiroir de table de nuit. Dans toute la presse féminine. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, ça crée plein de complexes chez les jeunes femmes qui se disent « Merde, j'ai pas mon sextoy ». Vous en avez pas, vous, de sextoy? Moi, personnellement, Jean-Pierre, je n'en ai pas de sextoy. Ah, ben tant mieux. Alors, ça veut dire que vous avez une vie sexuelle normale. J'ai pas des chiffres en tête précis, mais... C'est certain, c'est que tout le monde n'a pas un sextoy dans son tiroir, tout le monde n'utilise pas... Écoutez, à la poste, je vous assure, ils reçoivent des colis, on entend un moteur, parce que quelquefois, il y a le moteur et on croit que c'est une bombe, et en réalité... Voilà, c'est ça. Et vous pouvez quand même reconnaître que des séries très filles, Sex and the City, mais typiquement, ont aidé à justement les... avec ça, mais par exemple, la masturbation féminine est encore un énorme tabou. Vous lancez le sujet dans un dîner entre filles, la plupart regardent leur assiette quand même. Oui, mais donc, elles veulent pas en effectivement, parler. le discours s'est libéré, mais dans les faits, il y a encore énormément de tabous. Et tant mieux dans la sexualité s'il y a encore des tabous. Oui, non, bien sûr. Mais alors, ce qui est c'est qu'il y aurait 2-3 France qui vivraient ensemble sur le même territoire et qui ne seraient pas du tout... Parce qu'il y aurait celles qui se libéreraient, version Daniel Welverland. Il y aurait celles qui auraient des pratiques extrêmement codifiées, qui seraient celles du SM ou des boîtes échangistes, puis des gens qui resteraient dans un univers... romantico-familial classique, quoi. Pour moi, l'échangisme, c'est pas un phénomène qui s'est généralisé en France. Ça s'est complètement développé. Généralisé, je ne sais pas, mais complètement développé. Ça s'est peut-être développé, ça a changé. Quand on regarde les lieux où les gens se rencontrent, quand on regarde les chiffres, enfin, le nombre de personnes qui sont dans les lieux, parce qu'on compte quand même, et qui font le plein, c'est énorme. Après, il y a les pratiques et le discours, que ce soit sur la masturbation des femmes. Sur la grande enquête en 92, il y avait 2 instituts de sondage qui sondaient les Françaises. Il y avait un tiers de femmes en moins qui déclaraient des masturbations dans l'un que dans l'autre. On s'est rendu compte qu'il fallait tenir compte de l'âge, la personne qui posait les questions, et du moment où on posait les questions. C'est-à-dire que les conditions d'enquête influent sur les réponses. Il y a la pratique et puis le discours sur la pratique. Voilà. Tout à l'heure, on se posait la question de savoir combien, finalement, de Françaises et de Français allaient dans les boîtes échangistes, etc. Est-ce qu'on sait, Daniel, combien de gens? Non, on ne sait pas. Et puis, les enquêtes qui ont été faites ont été biaisées. C'est-à-dire que les chercheurs n'avaient pas envie de savoir réellement. Vraiment. Et on n'a aucun chiffre, rien. Il n'y a pas eu de sondage. Si, il y a eu, avec la dernière enquête Boson-Bajos, on a demandé aux gens, mais on leur a demandé, à l'époque où le terme était déjà plus d'usage, s'ils allaient dans les clubs échangistes. Ouais. Et on a 2-3%. Et Boson dit il y en a moins qu'en 92, ce qui est absurde. Tous les chiffres explosent actuellement. Donc on ne sait pas. Aujourd'hui, il y en a plus. Il y en a plus, oui. Beaucoup plus Ah oui. Quand nous, on a fait notre recherche en 95, il y avait Paris, le couloir rhodanien, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse. Il y avait plein de départements, il n'y avait aucun club. Il y avait des revues pour les petites annonces qui marchaient bien d'ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a pas un département où il n'y a pas un club libertin. Mais la clientèle des clubs SM n'est pas forcément la même que les clubs échangistes. Ouais. Parce que quand on va en club échangiste, on recherche vraiment quelque chose de particulier. Et en club échangiste, c'est purement sexuel, je dirais. On oublie un truc important, je crois, c'est que les échangistes, ils sont dans les pavillons. Et c'est les gens entre pavillons qui font un barbecue et qui échangent. Et ça, on ne peut pas les connaître, cela. Vous ne pouvez pas, au CNRS, le savoir. Si, on peut. Vous le savez. Mais comment vous faites pour savoir? On va chez les gens pour discuter avec eux. Ben oui, mais ça se passe beaucoup, Le ça. grand enquêteur, c'est le Colombo du cul, Verland. On parle de ces partous, de ces échangismes, comme si c'était quelque chose de qui se passait bien. C'est-à-dire que c'était une pratique comme n'importe quel sport. Or, ça ne se passe pas toujours bien. C'est ce que Pierre raconte dans son livre. C'est-à-dire que finalement, il y a des gens qui n'arrivent pas à bander, il y a des affaires qui ne marchent pas, et quelquefois, c'est rigolo, c'est ridicule. Quand ça se passe mal, des fois, c'est aussi les problèmes de jalousie puis d'appropriation masculine. Ouais. Les mecs, ils rêvent tous de pouvoir baiser n'importe qui, puis dès que leur compagne dit j'ai du désir, là, ça se passe mal. C'est fréquent, ça? C'est très fréquent. C'est très fréquent. Très fréquent. Les hommes se retrouvent débordés par
par le désir de leur femme et la voient autrement. Et c'est pour ça que ça peut aussi être très excitant pour un couple au retour d'une soirée, par exemple. Et vous êtes arrivé comment, Pierre, là-dedans? J'étais prof de philo, j'ai été comédien aussi, et je suis arrivé un peu par hasard, rédacteur en chef d'un magazine libertin qui s'appelait Interconnexion. Donc vous pratiquiez aussi, forcément? À l'époque, je pratiquais, oui. Ouais. À l'époque, je pratiquais. C'est comme ça que par relation, on m'a proposé de devenir rédacteur en chef de ce magazine. Ouais. Avec Pascal Giraudot, donc, qui était mon patron et qui est maintenant patron du rue Quincampoix. On revient à la rue Quincampoix. Ah oui, d'accord. Oui, donc ça devient... Tout ça est quand même très lié, quoi. C'est un petit milieu, oui. Oui. Et je suis rentré chez Union en 2006, donc dans le groupe Les Gardères. Ouais. Mais les magazines de charme, ça a toujours existé dans le groupe. Union est une création de Daniel Philippaki, justement. Ouais. Ça lui appartient toujours en partie, d'ailleurs. Ça c'est des bons investissements. Hein. Est-ce que c'est la fin de 68 et donc ça va se développer encore? Ou est-ce que justement il y a une espèce de grand mouvement en arrière et que ça va se terminer avec pénalisation des clients dans la prostitution, fermeture des boîtes comme on en parlait tout à l'heure? C'est quoi le mouvement général? J'imagine pas qu'en France on se mette à pénaliser les clients comme ça se fait en Suède, alors que nos voisins allemands ont totalement dépénalisé la prostitution en 2002. Après, ils vont tous aller chez Christelle. En Belgique, ça y est, tout le monde traversera les frontières. Oui, c'est déjà ce qui se passe dans le Nord. Ouais, il y a relativement peu. D'ailleurs, il y a relativement peu de clubs échangistes dans le nord de la France, parce que la Belgique, finalement, juste à côté, c'est là où il y a les plus beaux clubs échangistes, les plus grands complexes libertins, en Hollande aussi d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que dans le Nord, les gens sont beaucoup plus libres par rapport à ça. Hein. Ça a toujours été d'ailleurs. Il n'y a pas de mouvement puritain actuellement. Bah si, c'est évident. Daniel. La criminalisation des clients, d'abord, c'est un truc moral, catho, au nom du féminisme, mais c'est catho et moral. Deuxièmement, le commerce de sexe est content. Parce que les clients vont aller comme hommes seuls dans les clubs libertins. Et c'est quand même plus valorisant le lundi matin de dire à ses collègues j'étais dans une boîte échangiste ou une boîte libertine que de dire j'étais voir une pute. Aujourd'hui, être client, c'est un peu ringard. C'est pas être capable de draguer, etc. Donc de fait, la judiciarisation des clients, le commerce du sexe est ravi. C'est-à-dire qu'ils vont avoir de plus en plus de clientèle. Et on parle de judiciariser les clients. Alors, on sait les conséquences pour les travailleuses de sexe, hein, l'insécurité, le fait de s'éloigner. Ouais. Et elles-mêmes vont être obligées d'aller bosser dans ce type de boîte-là, ou se reconvertir. Mais de fait, Internet, c'est devenu le plus grand bordel du monde aujourd'hui, non ? Oui, on dit qu'il y a beaucoup de prostitution sur Internet, mais sur les chiffres, on dit vraiment n'importe quoi. Ouais. Sur les 40 000 prostituées, d'étudiants, c'est vraiment du bidon. Par contre, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui étaient prostituées, qui deviennent escortes de base sur Internet. Et il y a de plus en plus de femmes qui sont dans la misère, qui ont trouvé ça pour se faire du fric. Ouais. Et ça, j'en connais plein. Il y a beaucoup d'étudiantes, beaucoup. Ouais. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est difficile à comprendre. C'est pas vrai, j'en connais 5, moi. D'accord, mais moi aussi, j'en connais 5. Alors moi, c'est pareil. On est aussi dans le fantasme. Il y a beaucoup d'étudiants parce qu'évidemment, il y a des émissions télé où les Restos du Cœur s'installent dans un campus pour nourrir les étudiantes. J'ai pas de sous, j'ai pas de machin. Sincèrement, en 17 ans de mondaine, si j'ai rencontré 2 étudiantes, vous allez me dire, c'est peut-être un peu avant, mais le problème, il est le même. C'est-à-dire qu'on fait des études supérieures, on n'a pas d'oseille, mes parents n'ont pas d'oseille, j'ai une bourse minimaliste, j'arrive pas à m'en sortir. Sincèrement, j'ai jamais vu d'étudiantes qui se fuient. Pardon. Écoutez, vous êtes flic. Beaucoup, mais non, mais on le sait. Non, mais on le sait. Non, mais on le sait par recoupement, on le sait par les écoutes téléphoniques, on le sait par les réseaux. Il n'y a pas d'étudiantes, il y a des aventurières qui se lancent dans la prostitution parce que... Il est le contraire, il y en a plein. Il y en a de moins en moins. Quand j'ai ouvert il y a 9 ans d'ici, j'en avais énormément. Maintenant, il y en a de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'elles mettent leur annonce elles-mêmes via Internet. Mais il y en a énormément quand même. Est-ce que ce sont des milieux hyper fliqués ? Est-ce que tous les patrons de boîtes sont obligés de donner les infos aux policiers ? C'est pas une question qu'ils donnent des infos. Ce sont des indices, quoi. Non, mais il faut les mettre en déséquilibre pour qu'ils puissent vous dire ce que vous attendez qu'ils vous disent. Parce que si vous allez voir un patron de boîte, même d'un réseau, voire même d'un salon de massage, et pour vous lui poser la question de confiance, à savoir, oui, tu me prends des filles, machin, t'as des étudiantes, t'as ci, t'as les mères de famille, je veux savoir. Le mec, il va rien vous répondre. Vous le mettez en difficulté. Et en difficulté, vous lui dites, voilà, j'ai 2 questions à te poser, je veux 2 réponses et qu'elles soient bonnes. Et il vous les donne, les réponses. Est-ce que, par exemple, il y a des listes de gens
qui sont détenus par la police, où on sait un tel, ils vont dans les boîtes échangistes, un tel, ils s'utilisent les services de votre charmante voisine. Parce que ça, c'est des informations de flics, quand même. Donc ça, c'est pas de temps en temps, on fait une enquête, il y a un meurtre, est-ce qu'il était là hier soir? Là, c'est du listing complet. C'est ce que je vous ai dit, le proxénétisme est un délit continu. Et pour vous donner, par exemple, un exemple, la mondaine, en tout cas pas moi personnellement, le groupe des réseaux était attaché à faire tomber les réseaux. Et ils font tomber un réseau le jour où De Niro demande une galante dans sa chambre. De Niro. Oui, De Niro. Oui, je sais. Donc il fallait interpeller De Niro, l'entendre, le Quai d'Orsay qui commence à s'émoustiller en disant c'est pas possible. Et là, quand les hommes... Ça, c'est une enquête. Oui, mais c'est une enquête, mais on a décidé de faire tomber, comme vous dites, à partir du moment où on a les noms, on décide de faire tomber à un moment donné, précis, parce que ça fait mousser l'affaire. Point barre. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire tomber ce réseau, il y a 2 mois avant, De Niro était exempt de toute interpellation, on l'a fait tomber, on a fait un buzz. C'est comme ça que la police fonctionne aussi. Oui, mais est-ce qu'il y a des listes de comportements? Parce que c'est un il y a des listes. C'est comme l'histoire de la folie de Foucault. Est-ce qu'il y a des listes comportementales sur les gens? C'est-à-dire sur nous tous? Ce ne sont pas des listes comportementales, c'est simplement des faits qui sont rapportés. C'est pas une liste. Moi, j'ai enquêté à l'époque, quand j'étais à la Mondaine, j'ai enquêté sur mon ministre de tutelle à un moment donné. Parce que sur un plan politique, c'était intéressant qu'on travaille sur lui. De la même raison qu'on peut travailler sur DSK ou sur quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que DSK, dans cette affaire-là, il a été ciblé par les polices? Il n'a pas été ciblé. La situation n'a pas été provoquée. C'était attentif. Les gens étaient attentifs à ces comportements et à ce qu'ils pouvaient faire. Mais ça a jamais été, les histoires n'ont jamais été provoquées. Parce que ça génère trop de monde dans la confidence. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas piéger les gens. Est-ce qu'il existe, Jean-Pierre, justement, dans le milieu du cinéma dit classique, des tas de choses qui ont été tournées et qui n'ont jamais été montrées? Si on dressait la liste des actrices que nous connaissons tous et voir ce qu'elles ont fait, elles en ont fait beaucoup plus que notre camarade. Il y a à Pigalle un type qui a toutes les cassettes de certaines vedettes. Et d'autres, moi j'ai fait un film porno une fois. Une fois. Et uniquement parce que Giscard d'Estaing avait autorisé les pornos. En 1974, il a autorisé les pornos et 3X, etc. Ils avaient 33% de TVA. Mais en dehors de ça... Alors tous les cinémas qui étaient arrêtés ou dans lesquels mes films passaient sont devenus des cinémas porno. Ce qui fait que j'avais plus de salles. Donc j'en ai fait un qui s'appelait Couilles en or. C'était pour lutter contre la loi de Giscard d'Estaing qui avait autorisé ces films. Vous aviez des enfants qui passaient devant des affiches où il y avait marqué « Mon trou du cul est formidable ». Alors les petites filles qui passaient devant, vous vous rendez compte, moi j'avais une petite fille, elle passait à l'école devant des affiches comme ça, c'était dégueulasse. Je ne suis pas un vrai moraliste, mais je trouve que les enfants de 9 ans, il faut les laisser tranquilles avec ça. Donc si vous voulez, il y a eu ce débordement, il y en avait partout des films porno. Partout. Il y avait des cinémas spécialisés. Et pendant ce temps-là, non, mais en plus des cinémas spécialisés, il y en avait d'autres qui ne faisaient plus d'art essai, ils ne faisaient plus rien, ils faisaient plus que du porno. Et résultat, nous, artistes, on ne pouvait pas, Romer, moi, Godard, on ne pouvait pas sortir dans certaines salles parce qu'elles étaient occupées par le porno. Et vous vous êtes dit, puisque c'est ça, je vais faire un porno. Mais voilà, j'ai voulu me venger en faisant ça, j'ai fait une connerie, j'avais un masque, je m'appelais Serge Batman parce que je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Et si vous voulez, mais oui. Et alors, mais alors, attention, encore autre chose sur le porno. Est-ce qu'on peut le voir, ce film, quelque part Non, parce que la personne a acheté, parce qu'il a épousé la bonne femme qui avait le rôle principal. Donc, il a caché ce film pour que ça ne voit pas sa femme. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les films porno qui marchent, c'est les films où les filles ont des boutons sur le cul parce que les gens... Ils veulent quelque chose qui se rapproche de leur rapport à eux. Alors, nous, on avait fait un film avec des belles femmes et des beaux décors. Et ça marche pas, ça. Ça fait pas bander les gens. Les gens bandent quand ils voient eux-mêmes. Voilà. Et c'est pour ça qu'Union marche bien. Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que quand on faisait des couvertures avec des filles superbes, le numéro se vendait moins bien. Mais voilà, c'est ça. Plus elles ont de boutons, plus elles sont... Alors, arrêtez, calmez-vous, Jean-Pierre. Parce qu'il a tout d'un coup ce goût de l'eczéma vers... C'est pas ce goût brutal de l'eczéma. Donnez-lui le dessert tout de suite. Il y avait Adam qui était le pape pour moi de la boîte à partouze, vous avez certainement connu, ou du moins vous avez travaillé sur lui. C'était un bonhomme intéressant, un peu comme vous, Jean-Pierre, avec une voix, très cinématographique comme personne et très intelligent. Et il me disait, c'est pas lui, mais c'est jamais. Mais par contre, quand une femme arrivait, par exemple, avec son mari, il la prenait, chérie, machin, c'est là, les bisous, et il la faisait jouir en 40 secondes. Quand je dis jouir, c'est pas jouir, c'est un orgasme
où elle sautait en l'air comme ça, elle était prise de spasmes. Pour certaines femmes fontaines, c'était l'inondation, et pour d'autres, c'était le pipi. Il faisait ça comment, simplement à la parole? Non, à la main. Ah. Tout d'un coup, je me dis, ce type, c'est Vishnu, Adam. Non, c'est à la main. Et donc, ce mec-là, pendant des années, il m'a interpellé. C'est pas possible. Il prenait une femme, il mettait la main et paf, c'était... Il y a des magiciens. Il y a des magiciens. Et c'est pas la queue qui est la magie. Ils savent. Et un jour, j'ai eu son secret. Je l'ai obtenu parce que dans sa boîte, je m'assieds, j'ai mal aux fesses. Non pas parce qu'il y avait une main ou autre chose. C'est que je m'assieds parce qu'il y avait un calibre. Parce que les boîtes d'échangistes sont fréquentées aussi par le grand banditisme. Les grands banditismes, oui, très excités aux échangistes. Mais les gros voyous, ceux qu'on ne peut pas refuser, en tout cas, à la porte. Et donc, je m'assieds, j'ai mal aux fesses. Oh, j'ai un calibre. Oh, je vais le voir, je vais voir Adam. Je dis, putain, c'est pas possible, ta boîte, un calibre, putain, je vais la fermer. Il me dit, non, s'il te plaît. Je dis, je te convoque après-demain à mon bureau. Il vient à mon bureau, je dis, voilà, on va faire l'audition, simple. J'étais avec toi à l'extérieur, on a vu un mec courir dans la rue, jeter quelque chose dans la poubelle, et c'était tellement un peu bizarre qu'on a ouvert la poubelle et il y avait un calibre. Donc, il me dit, c'est pas chez moi. Mais j'ai dit, non, c'est dans la rue. On l'a trouvé. Oh, il me dit, putain, t'es super, t'es un mec super. J'ai dit, secret. Ah, il me dit non. Eh bien, j'ai dit si. Il m'a donné son secret du point G en 45 secondes. Il paraît que ça n'existe pas, le point G. Ça existe, parce que j'ai donné... Je l'ai lu attentivement. Attends, j'ai donné le truc... Attends. Alors, elle est formelle, le point G n'existe pas. Attends, donnez-nous le secret, ça peut ne pas exister. Moi, je l'ai vu de mes yeux, mais sur des dizaines et des dizaines de femmes. C'était une légende, vous étiez peut-être aveugle. Vous avez vu le point G de vos yeux? Pardon? Vous avez vu le point G de vos yeux? C'est à la mondaine. Oui. Le meilleur endroit pour découvrir le point G. Je jouais avec ça, c'était à 1 mètre de moi. Et alors, le secret de se dénommer Adam, c'était quoi alors? Alors, le secret de se dénommer Adam, d'abord, quand il me le dit, moi, je suis très fier parce que je suis très content et je le donne. Alors, généreux, je le donne à Jean-Bernard Puy, qui est un romancier. Ouais, il me dit, mais on va changer la face du monde. C'est pas possible, parce qu'à partir de là, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien, tout va bien. Et je donne le truc et astuce à 2-3 copains qui le pratiquent et qui me disent le lendemain, des notaires, des gens stricts, des gens, pas des libertins. Des notaires. Ils me disent, putain, elle m'a cassé une latte de mon sommier, c'était extraordinaire. Ouais.